Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, un épisode spécial consacré au dernier et tant attendu épisode de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Et je suis en compagnie, comme pour l'épisode 8, de Kamal. Ça va bien, Kamal ? Oui, salut, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de parler de Star Wars, mais bien au-delà de Star Wars. Nous Voilà, ne sommes pas des fanboys. Ça fait 2 jours qu'on a vu le film là maintenant. Oui, voilà, on a le temps de le digérer un petit peu. Un peu comme tu sais, les cafés de hipster, là, tu sais, ils ont une nouvelle manière avec des filtres, avec un papier un peu différent, pour laisser vraiment les gouttes et l'essence même passer. Voilà, on a essayé, pour éviter les autres, c'est quoi, c'est Nespresso, c'est ça? C'est un peu plus rapide, on va dire. Ouais. Bon, on a prévu toute une conduite pour parler de ce film, mais on va commencer rapidement avec un petit retour sur les épisodes 7 et 8 afin de savoir de quoi on parle quand même. Alors, donc, c'est une guerre des étoiles, il paraît. Bah, il paraît. Alors, je me souviens bien que t'as pas aimé le 8. Non, The Last Jedi, je l'ai pas aimé, pas pour faire comme tout le monde qui n'a pas aimé, mais simplement parce qu'en fait, j'estime que Rian Johnson a utilisé beaucoup d'argent, énormément d'argent, bon, je vais pas le plaindre, pour raconter autre chose que ce que Star Wars voulait raconter. En fait, il a utilisé une œuvre pour faire du nihilisme, un espèce de film d'auteur qui fait de la méta-narration sur ce que devraient être les fans de Star Wars. À la limite, pourquoi pas, mais ce qui se passe, c'est que l'intrigue était tellement basique, avec des décisions tellement débiles, et on en reparlera tout à l'heure, mais je sais pas si tu as remarqué, mais même J.J. Abrams a trollé de manière un petit peu sympa à l'épisode 8, avec quelques réflexions de la part des rebelles sur les plans à la con qui ont été effectués dans le 8. C'est quand même pas très cool de sa part. Gigi a placé ça subtilement parce que il avait vu un petit peu les bombes que lui avait passées Rian Johnson, et je pense qu'il s'est auto-entretenu dans une espèce de paranoïa par rapport à toutes les théories sur internet comme quoi Rian Johnson avait posé des bombes pour foutre la merde. Je pense pas que ce soit le cas à ce point-là, mais en tout cas l'épisode 7 avait eu son lot de critiques que moi j'avais vraiment aimé parce que c'était un retour un petit peu à cette nostalgie. Alors les gens avaient critiqué bizarrement, ils se sont focusés sur des points qui étaient équivalents à l'épisode 4, mais plein de nouveautés, on en parlait hors antenne. Un mec du premier ordre, donc un Troopers en rédemption, voilà un personnage intéressant qu'on a déjà vu dans certains comics. Donc oui, c'était un peu le critique. Donc 7 et 8, je dirais que c'était encore une fois focus entre guillemets sur les Skywalker, mais pas vraiment, puisque Kylo Ren n'est pas vraiment un Skywalker. C'est plutôt un solo. Oui, c'en est un sans en être un. Oui, voilà. Sa mère en est une, mais pas lui. Voilà, et puis bon, cette espèce de mais mystère. Globalement, c'en est un. Oui, voilà, et puis cette espèce de mystère qui planait autour de Rey, où il y avait toutes les théories possibles et inimaginables. Ouais. Voilà, l'épisode 9 répond de manière, je trouve, assez intéressante et cohérente, finalement. Ce qui était compliqué avec toute cette trilogie, et tous les films en sont le témoin finalement, c'est qu'elle n'a pas du tout été pensée dans sa globalité en amont, et du coup ça donne un truc un peu bricolé. Tiens, ça, les fans, Rian Johnson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son film, il a voulu faire des choix assez radicaux. On peut pas, on peut ne pas l'aimer, mais on peut pas lui reprocher de ne pas avoir voulu essayer de faire quelque chose un peu différent. Peut-être que les fans hardcore de Star Wars lui reprochent, mais ça c'est un autre souci. Mais du coup, J.J. Abrams a voulu essayer d'un peu corriger le tir et plus se rapprocher de ce que les fans voulaient. Du coup, ça donne quelque chose vraiment de très un peu vraiment bricolé, quoi. Il faut vous dire, imaginez, vous êtes en examen, vous avez 3 tomes à réviser de votre syllabus de médecine. Le premier syllabus, ça s'est passé sans souci. Le deuxième, vous étiez en blackout parce que vous étiez bourré. Et vous n'avez plus que 2 jours pour récupérer les 2 derniers syllabus. Alors vous êtes obligé de rusher. C'est un petit peu ça. Ma métaphore peut paraître étonnante, mais malheureusement, en fait, J.J. Abrams, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est qu'il a conclu et dû résoudre des problèmes qui ont l'air de se résoudre de manière très enfantine, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Des fois, malheureusement, au niveau de ton écriture et de ton montage, tu es obligé de répondre de manière très brute à un problème parce que tu n'as pas eu le temps de poser. Exemple, la résolution de l'origine de Rey, c'est vrai qu'elle paraît un petit peu soudaine, mais il était obligé parce que Rian Johnson n'avait rien posé. Mais si, non, techniquement, il avait conclu le truc. Il avait dit, les parents de Rey, c'est personne. Ouais, mais bon, et quel est l'intérêt ? Enfin, je veux dire, tu fais un film indépendant dans le fin fond du borinage. Où tu parles de ça, pourquoi pas, mais ici on est quand même dans quelque chose d'épique, de l'émotion. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as ressenti de l'émotion quand on t'a dit ça ? Non. Est-ce que le but d'une saga telle que celle-ci n'est pas un petit peu de l'émotion ? Si, mais je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec ça. Ici, JJ, vraiment, il a balayé tout ce que Rian Johnson a essayé de faire, quoi. Il a quasiment tout. Oui, voilà. Non, il y a un élément qu'il a gardé et c'est le meilleur élément de la saga, fort heureusement.
c'est cette relation entre Rey et Kylo Ren, on va y Oui, revenir plus tard. ça, c'est Mais pas mal. globalement, il a rien gardé de ce que Ryan Johnson a fait, notamment avec le personnage de Luke aussi. On va y revenir plus tard. Mais Oui, mais par voilà. contre, je trouve que Gigi a quand même continué quelque chose que Ryan Johnson avait mis en place. C'était ce côté, mais il l'a mieux fait, Gigi. Alors encore une fois, les gens, c'est qu'en fait, Ryan Johnson avait mis en place une série d'enquêtes. Souvenez-vous de cette catastrophique scène dans les casinos. Pourquoi pas, ça aurait pu être un petit peu un espèce d'hommage, avoué à pas mal de films des années 50, type Serials par exemple. Indiana Jones est un descendant de ce genre de film. Mais voilà, après ici au moins J.J. Abrams a mis en place, je sais pas si pour ceux qui verront le film, alors là je ne vous spoil absolument pas, mais il y a des scènes qui m'ont vraiment fait penser à du Indiana Jones, du vrai Indiana Jones, le côté trésor, enquête, groupe d'aventuriers qui vit des aventures avec de l'humour bien placé. Voilà, et ça me manquait, je trouve, parce que dans l'épisode 8, ça tombait à plat, il y avait une espèce de pseudo-intellectualisme mal placé, je trouvais. On ne savait pas où on allait, je sais pas, je trouvais ça bizarre. Ici, au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir où il va. Ça, il est très dirigiste, mais bon. Bon, maintenant je pense qu'on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Maintenant, on vous conseille d'avoir vu le film avant d'écouter la suite de cette émission parce que ça va être full spoiler. On va spoiler, voilà, donc c'est pour ça. Mais bon, on n'a pas spoilé au début, c'est déjà ça. On n'a pas spoilé. Maintenant, vous sachez, comme on dit en français très correct. Vous sachez. Non, maintenant, il faut y aller à fond parce qu'il faut parler de cet épisode. Si on n'en parle pas avec spoiler. Oui, non, c'est ça, parce que ça serait bête. Globalement, ton impression générale de cet épisode 9? Alors moi j'ai une bonne impression, contrairement à ce que pas mal de gens m'ont envoyé comme message privé, non pas en m'insultant, je vous rassure, mais en me disant quoi, t'as aimé, c'est pas possible. Par contre, alors effectivement, j'ai remarqué que les gens qui sont très collectionnistes aigus, qui aiment bien vraiment l'univers de Star Wars étendu, ont vraiment aimé. Moi, je suis pas spécialement un ultra fan de l'univers étendu pour tout ce qui a été mis en place. Je suis vraiment plus un fan de tout ce qui est philosophie qui a été mis en place dans la trilogie originale. Donc toute la philosophie qui gravite autour de l'univers de Star Wars et des relations des personnages. Et ça, je trouve que c'est réussi. Il a remis la Force là où elle devait être. Il a même rajouté des nouveaux pouvoirs de la Force qu'on ne voit pas dans les films. Et ça, c'est cool, sans mettre des pouvoirs de la Force qui sont de nulle part. Il y avait des idées assez intéressantes, des idées de mise en scène par rapport à la Force. Je trouve qu'il a aussi amené. Les gens oublient ça. Qu'on n'a pas vu ailleurs. Et donc globalement, en fait, il réussit à résoudre il conclut toutes les histoires des personnages. Il conclut un petit peu où on va, parce que c'est vrai qu'après Ryan Johnson, je savais pas où on allait. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est des gens qui courent, et puis des autres qui les poursuivent. Et à part ça. Bon, après Ryan Johnson, il avait le truc compliqué du film du milieu. C'est toujours le truc le plus délicat, l'épisode du milieu d'une trilogie. Il a réussi à impliquer une vraie histoire d'amour, il a réussi à mettre vraiment quelque chose de tragique à la fin. Ici, est-ce qu'on avait vraiment du tragique à la fin? C'était plutôt du nihilisme. Voilà, mais donc en tout cas l'épisode 9 pour moi m'a vraiment plu. Alors on peut lui reprocher effectivement son côté ultra fan service comme j'avais déjà dit, son côté où il a dû rusher certaines problématiques, mais malheureusement c'est comme ça. Mais on ne peut pas lui reprocher son efficacité, son montage, ses mises en scène incroyables et surtout un retour que je pensais un petit peu galvaudé, si on peut dire ça comme ça, de l'empereur, avec des idées de mise en scène que je trouve assez intéressantes par rapport à son retour. Parce que ça c'était le truc qui me faisait le plus peur, on est d'accord. J'aime beaucoup le film, je trouve que c'est une très bonne conclusion. Mais alors le truc de l'empereur, c'est le seul truc que je trouve vraiment un peu... je vais pas dire que c'était pas nécessaire, mais c'est vraiment... Bon, en écrivant le scénar, ils se sont dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va ressortir un Palpatine de derrière les fagots, on va le faire... Allez, faire un plan pendant des années, il va se régénérer, il va aller... on va ressortir l'idée des clones, de l'attaque des clones. Alors, ça fait un peu... Pour donner un parallèle médical, c'est comme si... T'aimes bien être en forme pour les parallèles aujourd'hui, les métaphores. C'est pour que les gens puissent comprendre vraiment l'idée qu'il y a derrière tout ça. Imaginez-vous que vous avez une maladie, vous avez plusieurs manières de la guérir. Soit vous utilisez de l'homéopathie, soit vous utilisez des médicaments classiques, soit vous utilisez les antibiotiques. Sachant que les antibiotiques, vous êtes sûr que malheureusement, les antibiotiques ne sont pas forcément bons de manière globale, mais ils ont l'avantage de tuer la bête, le virus. Et donc vous êtes sûr d'être soigné et d'être guéri. Là, c'est un peu, le truc, c'est que est-ce que Palpatine n'est pas un peu l'antibiotique? C'est-à-dire, au moins en mettant Palpatine, on est sûr
quelque part de raviver un petit peu la flamme du fan service, sachant que je sais pas si on peut le spoiler, mais Palpatine il est là un petit peu de manière organique, c'est-à-dire que c'est pas un Jedi Spirit forcément, ça vous y attendiez, Ouais. mais c'est plutôt une espèce non pas de Frankenstein comme le professeur, mais comme la créature du docteur Frankenstein. Donc c'est-à-dire une espèce d'être organique, mort-vivant, je sais pas si tu vois, son corps en tout cas est ravivé via de la médication, via un système mécanique. Donc c'est complètement l'antithèse de la force Jedi où tout est dans le dématérialisé, le spirituel, etc. Ouais. Donc cette idée est intéressante et au moins on le voit. Enfin, cela dit, il sert de la force pour se raviver aussi. Oui, voilà, mais alors il se sert de la force aussi. Là c'est plus pour récupérer de l'organique, L'énergie, de l'énergie. Ouais. Et donc j'aimais bien quand même cette idée, même si elle est amenée un petit peu de manière un petit peu brutale et voilà. Mais je pense que c'était la seule manière. Parce que je vois pas comment Palpatine aurait pu revenir. Et alors, C'était la seule manière à partir du moment où Snoke était mort. oui, voilà, c'est ça. Encore un truc sur lequel J.J. Abrams a bien chié à la gueule Oui. de Rian Johnson. Alors Bon, oui, Rian Johnson lui a pas facilité la vie. Mais au donc. moins J.J. Abrams a mis en place un truc où tu vois, donc on le voit un moment dans le film. Donc il y a des cuves à clones. Ouais. Et dedans on voit notamment des têtes de Snoke. Ouais. Donc en lui disant voilà, c'est moi qui t'ai envoyé. Pourquoi pas une espèce Il d'être dit même, contre c'est la- moi qui ai créé Snoke. Oui, voilà. I made Snoke. Voilà, c'est ça. Donc en fait ça montre aussi que l'empereur il a monté en puissance, qu'il est devenu hyper balèze et qu'il n'est pas mort simplement en tombant d'une chute, d'un accident de travail. Parce que c'est techniquement un accident de travail. Donc là, je suppose que la famille Palpatine a dû hériter des rentes liées à son décès. Voilà. Mais non, voilà. Mais donc oui. Alors malheureusement, je vous dis, c'est vraiment de l'antibiotique ce film. C'est-à-dire, ça fonctionne, ça soigne. Mais est-ce que ça guérit? Personnellement, il a pensé une plaie pour moi. Vraiment, il a vraiment pensé une grosse plaie que j'avais. Donc voilà. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je pense qu'on peut passer un peu plus, commencer à parler des personnages. Oui, alors là, les personnages, gros défaut, je pense, tu étais d'accord par rapport Enfin, en tout cas, je trouve l'espèce de relation triangulaire entre Finn, Rey et Poe est très bancale dans l'épisode 8, puisqu'on ne les voit même Mais pas quasiment tous les trois inexistante. Ouais, parce que quasiment. Rey est toute seule pendant tout le film, à peu Voilà. près. Alors, ils ont voulu nous la refaire, effectivement, Empire contre-attaque, toute seule sur son île, peut-être, mais ça tombait un peu à plat. Ici, je pense qu'il y a en fait, on crée une véritable relation amicale, et donc, le final, là on vous spoil, mais c'est pas que genre, où on les voit s'enlacer, a vraiment son sens. Ils s'enlacent parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils ont vécu des épreuves ensemble. Et on le voit dans le film. On a aussi même eu le loisir de voir à ce qu'il y ait des petites légères tensions entre Finn et Poe, qui existaient un petit peu avant. Finn qui reprochait à Poe effectivement sa gestion qui est différente de celle de la princesse Leia. Donc on a eu le temps de mettre en place tout ça. Et Rey est un petit peu l'électron libre, et Poe comprend que c'est des choses qui les dépassent tous les deux. Et donc il faut que de temps en temps elle aille résoudre elle-même ses problèmes. Poe qui remet à l'ordre Finn de temps en temps. Notre mission c'est d'abord de sauver Chewbacca. À un moment elle doit aller sauver Chewbacca. Et laissons Rey aller résoudre sa propre mission, ses propres règles. Donc, et là il montre aussi son côté leader, comprendre où chacun doit être placé. Donc c'est pas mal. La première grosse chose qu'on apprend dans le film sur Rey, c'est que, comme on le disait un peu plus tôt, finalement ses parents ne sont pas personne. Ses parents sont non, c'est le fils ou la fille, peu importe, un des deux. Je sais plus si c'est précisé, mais en tout cas c'est la petite fille de Palpatine. Oui. Oh là là, voilà, on vous le dit, Voilà. bam. Allez. Donc c'est Rey Palpatine. Vous imaginez un petit peu le truc de fou? C'est quand même une révélation qui m'a à la fois choqué, à la fois j'ai trouvé que c'était assez intelligent. Mais dans le film ça se tient. Dans le film ça se tient complètement. Parce que j'aime vraiment pas ce truc de Palpatine que je trouve vraiment bricolé, mais tout ce qui tourne autour en fait fonctionne bien. Encore une fois, il a pensé des plaies quoi. Ouais. Parce que, alors, petite fille de Palpatine, Kylo Ren. Bon, donc, d'où Palpatine a eu des gosses. c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Donc, peut-être une petite aventure sur l'étoile oui, noire. non, mais de toute façon, Palpatine a été un être humain. Il a été sénateur. Oui, bien sûr. Il a été, voilà, on le voit dans la prélogie. Hein, c'est vrai qu'il a déjà bien. à mon avis, déjà la là, cinquantaine passée dans le. il était déjà grand-père à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ouais. Déjà dans la menace fantôme, il pouvait déjà être grand-père, donc il n'y a aucun souci avec ça. Hein, donc il n'y a pas de problème. Mais si. Ouais, mais alors ça se tient pas. S'il est déjà grand-père dans la menace fantôme. Il pouvait, mais il non, il ne pouvait. l'est pas à ce moment-là. Parce qu'il y a un décalage de génération assez Non, c'est incroyable. ça. Quoi. Non, en fait, en gros, à ce moment-là, il devait sûrement être papa ou un truc comme ça. Papa très tardif, on va dire. Ouais, peut-être. Voilà, c'est ça.
voilà, en tout cas, il n'a pas eu ses enfants avec des Twi'leks ou des Hutt. Non. Parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir des gènes de Hutt ou de Twi'leks. Rien en tout cas. Mais donc, c'est intéressant. Pourquoi ? C'est intéressant, oui, parce que c'est encore une fois, il y a quelqu'un qui est en train de tirer la carabine à côté de nous. On vous rassure, on n'est pas dans le Texas. Oui, c'est un peu bruyant, mais ça va. Voilà. Non, mais ça va. Et donc, effectivement, alors Palpatine, donc Rey Palpatine et Kylo, pas Skywalker, mais presque Kylo Solo, enfin Ben Solo. Donc, en fait, effectivement, les petits-fils des deux, du duo du Retour du Jedi. Ouais. Et de cette trilogie originale. Donc voilà, c'est un petit peu un espèce de tour de passe-passe. Alors vous allez me dire, oui, c'est quand même, ça tourne toujours autour des mêmes noms de famille, mais bon, en même temps, voilà, c'est la saga sur les Skywalker, et donc c'est normal. On peut pas faire autrement. Et du coup, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est super intéressant, la relation Skype, comme je le dis, les espèces d'appels Skype qui se passent entre eux, ils sont encore plus intéressants, parce que là, on a rajouté une dimension qui est la quatrième dimension, on peut dire ça comme ça. Ils forment une dyade dans la force, comme on dit dans le film. Voilà, donc ce sont des jumeaux, d'une certaine façon, des jumeaux de la force. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et enfin, c'est la meilleure chose de la trilogie, clairement, la meilleure idée. Oui, voilà, en fait, en gros, on peut dire, encore une fois, c'est les mythes de l'Antiquité, c'est les mythes shakespeariens, c'est Roméo et Juliette, c'est tout ça. Donc forcément, les gens me disent oui, machin, mais en fait, ce sont des histoires universelles. Elles vont revenir, ça va exister dans 1000 ans, il y aura le même type d'histoire. Donc ça, on ne peut évidemment pas le reprocher. En plus, la relation très tendue, mais en même temps amoureuse, est très intéressante, parce qu'en fait, on passe du tout au tout, mais c'est ça aussi, c'est intéressant. Mais c'est un amour sans être de l'amour. C'est pas un amour je suis amoureux de toi, mais c'est un amour plutôt dû à un lien en fait. C'est ça, un lien, c'est fusionnel. C'est quelque chose de très. Mais ça se sentait. Il y a une réaction très impulsive d'ailleurs par rapport à ça à la fin du film. C'est leur baiser soudain. J'étais là, je priais pour pas qu'ils s'embrassent, mais en fait c'est quelque chose de très impulsif qui est pas plus gênant que ça. C'était impulsif, voilà. Et surtout le final suite à ce baiser est intéressant. Ouais. Roméo et Juliette, si tu nous écoutes, enfin pas tout à fait, mais presque. Mais c'est un peu ça. Quasiment, ouais. C'est quasiment ça. Quasiment, parce que mais, on peut embrayer petit à petit sur Kylo Ren du coup, mais bon, on le savait déjà dans le 8, il y avait, c'était plus que des embryons. C'est que Kylo Ren était toujours sur la brèche, pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. On s'attendait à ce qu'il rebascule vers le côté lumineux, ce qu'il fait dans le film. Et en faisant ça, il forme vraiment cette espèce d'entité presque unique à écrire dans la force face à Palpatine. Il sauve Rey en lui conférant sa force, son énergie. Ce qui fait qu'en fait, il lui transfère carrément son énergie. Transfert d'énergie, Et en faisant ça, il meurt. En fait, en gros, c'est un pay-in pay-out, c'est-à-dire qu'on voit la princesse Leia le faire un petit peu avant. Ouais. Et en fait, en gros, les gens disent d'où ça sort, mais en fait, c'est très simple. Obi-Wan Kenobi le faisait déjà. Souvenez-vous, en fait, dans le tout premier Nouvel Espoir, en fait, les gens se disent tiens, c'est bizarre quand Obi-Wan dit si tu me terrasses, je reviendrai encore plus fort que tu ne le sauras jamais, etc. Ouais. En fait, c'est un pouvoir de la Force. Simplement, il utilise un maximum de pouvoir de la Force pour que les gens puissent se focuser sur lui ou sur autre chose, afin de permettre aux gens qui doivent parcourir ou résoudre une mission ou sauver les gentils contre les méchants d'y arriver. C'est ce qu'il fait dans le Nouvel Espoir, Obi-Wan. Ouais. Quelque part en devenant un espèce de Jedi Spirit juste après. Là, en fait, c'est un peu ça. Donc la princesse Leia le fait un moment, quelque part en interrogeant Ben, qui sent l'appel, et du coup, ce qui permet à Rey de planter un sabre laser dans le ventre de Kylo, ce qui fait que Rey le reçoit, et ce qui fait que Kylo revient, ce qui fait que ça fait un switch. Ben a une espèce de révélation à ce moment-là. Et du coup, effectivement, avec l'apparition de son père. Il fait un retour avec l'apparition de son père. Alors là, encore une fois, une des meilleures scènes du film, je trouve. C'est une scène intéressante. Alors le seul souci que j'ai avec cette scène, c'est que comme on est dans un monde où il y a une forme de force, de magie environnante, on ne sait pas vraiment. On serait dans un film classique, type une apparition, une vision, je le comprendrais. Mais ici, ce qui est bizarre, c'est que c'est un être Kylo empli de la force, et donc du coup. Est-ce que sa vision, c'est une vision liée à la force ou est-ce que c'est une vision simplement délirante ? Est-ce que c'est c'est ça en fait qui est très compliqué. Écoute, je pense que c'est un peu à la limite du délirant parce que Han Solo n'avait pas une quelconque relation avec la force. Non, aucune. Voilà. Et lorsque Han Solo apparaît, il n'est pas bleuté ou tu vois comme tous les Jedi apparaissent aux autres en général.
Mais Et c'est là où tu peux être un peu confus. oui, oui, c'est vrai, ça peut être un peu En te confusant. disant, tiens, qu'est-ce qu'il a comme vision, la Ben? Parce qu'il revoit son père, mais en fait, c'est un délire. Mais bon, c'est peut-être un délire. C'est l'idée en elle-même qui est intéressante, c'est le contenu qui est bien. Et je trouve qu'il y a quelque chose assez fort et intelligent, c'est la réplique que Kylo Ren, enfin que Ben à ce moment-là presque dit à son père. C'est exactement les mêmes répliques que dans l'épisode 7. Il dit je sais ce que je dois faire mais je sais pas si j'ai la force de le faire. Il lui tend le sabre et puis bon là, bam, il balance le sabre. Enfin, je trouve que c'est une très belle scène entre le père et le fils. C'est ça, c'est ce qu'il aurait dû faire. Et globalement, du coup on peut passer entre la relation entre Kylo Ren et Leia, mais la relation entre Kylo Ren et ses parents est hyper intéressante dans ce film parce que malgré le fait qu'il était dans le côté obscur, il gardait une relation, enfin un lien assez fort avec, surtout avec sa mère. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement Adam Driver, qui est un excellent comédien, est très très fort dans son jeu. Il a un jeu très très subtil. Il arrive à jouer la tortue. Mais qu'on lui donne un Oscar, ce serait bien. Pour Marriage Story cette année, ça serait fabuleux. Voilà. Et voilà, donc c'est un acteur incroyable et ça se sent dans ce film. En fait, on sent qu'il est allé au-delà. Donc dans son travail de comédien, il a fait de la recherche au-delà de ce que la direction d'acteur lui a demandé. Ça se sent. Un Alec Guinness, par exemple, était quelqu'un à l'époque qui faisait ce travail-là. C'est pour ça que, par exemple, on a beaucoup reproché à la prélogie avec Hayden Christensen, lui, de ne pas faire ce travail, d'être finalement uniquement dirigé par le réalisateur. Ouais. Mais le travail du comédien, lorsqu'il est vraiment emparé, quand il est possédé par son rôle, c'est faire ce qu'a fait Adam Driver en Kylo Ren dans ce film-là. C'est aller au-delà de ce qu'on lui demande. Il a compris les enjeux, il a compris la profondeur de ce qu'on lui demandait. Lorsqu'on est tiraillé parce qu'on a tué son père, on n'est pas simplement un gentil ou un méchant. Lorsque l'on aime sa mère quand même profondément, mais qu'on ne doit pas forcément le montrer, ben ça se sent dans son regard. Ouais. Un regard suffit. Et c'est ça l'intelligence du comédien, l'intelligence corporelle. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est très très fort sa prestation et qu'elle est sous-estimée. Ouais. La relation avec la mère, d'ailleurs, la mort de Carrie Fisher était bien gérée, avec des rushs de l'épisode 7 qui se mettent très bien dans ce film-ci, en fait. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, je pense qu'il a dû travailler son scénario en utilisant les rushs parce que je me demande comment il a fait pour faire du bricolage, parce que c'est un bricolage qui tient quelque part. Donc je pense qu'il a dû travailler. Parce que là, toutes les scènes, finalement, à mon avis, ils ont dû détourer, insérer dans les nouveaux décors, etc. etc. Mais je suis même pas certain pour quelques-unes de scènes. Je pense qu'un making-of nous révélera un petit peu tout ce délire-là, mais sans doute. Bon, on peut le dire aussi, à un moment on voit aussi Luke et Leia tout jeunes, ça c'est intéressant. Ouais, ça, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, une petite scène intéressante où tu les vois s'entraîner pour expliquer ce que Rian Johnson, encore une fois, n'avait pas mis en place. Il fallait un moment qu'on comprenne aussi tout ça. Non, c'est sûr. Et donc du coup on peut le dire, Leia, tu disais Kylo Leia, en fait Leia est une Jedi. Ouais. Parce que même Rey, Master, donc elle la considère comme son maître. Ouais, voilà. Une maître Jedi. Ouais. Ce qui est logique, parce que si Leia n'était pas Jedi, il y a a priori moins de raisons que Kylo Ren ait une relation avec la Force. C'est ça. Donc voilà, ça. C'est-à-dire que la Force était en elle, on le savait, les gens se disaient oui, elle a juste refusé, elle a renié. Non, il y avait quand même un pays à ce niveau-là dans le 8. Une scène qui a énervé beaucoup de monde, mais mal amené voilà. quand même, je trouve. Mais bon, ce pays, je suis pas fan de cette scène. Parce que je trouve ça étonnant de mettre un pays dans un film et de le résoudre dans un autre. En fait, principalement, le but d'un pays, c'est quand même que ça soit compris dans le film. Sinon, tu laisses les gens dans le vent. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pour dire que ça vient quand même pas totalement de nulle part. Voilà. Ça vient pas de nulle part, mais parce que Gigi a dû récupérer. Alors encore une fois, il a dû aller jusqu'au fond. Encore une fois, utiliser l'antibiotique. Léa sait utiliser un sabre laser. On ne le voit pas, mais je trouve ça intéressant finalement qu'un personnage qui puisse l'utiliser un peu à la Yoda, mais n'utilise pas un autre rapport à la force. En fait, il utilise la force pour sentir son intuition et être un excellent général. Voilà une interprétation intéressante. Mais Kylo Ren a un peu ça aussi du coup. À la fin du film. Ouais, c'est ça. Parce que après la rencontre avec son père, ou l'hallucination ou que sais-je, il jette son sabre quand même. Ouais, alors qu'il va aller au combat. Bah oui. Il y a quand même quelque chose de fort. Il a compris que voilà, c'était, il jette son sabre effectivement, un peu comme à la manière d'un Luke Skywalker autour du Jedi. Et au moment où dans le Last Jedi. Ouais. Et au moment où Rey et Ren font face à Palpatine, Rey est arrivé là-bas avec 2 sabres laser, un caché et un peu plus évident. Et du coup, elle et Ren
ont tous les deux un sabre. Voilà, ils ont tous Et les Ren a le sabre de sa mère quand même. Voilà, c'est ça. Ça, c'est C'est beau. cool. Et Rey, a l'autre sabre, elle ne savait pas encore fabriquer un sabre à ce moment-là. Et alors donc à ce moment-là, on peut passer sur justement dans leur relation. Tu parlais de entre guillemets un duo de la Force. Ils sont unis par la Force, tels des jumeaux, mais qui ne sont pas. Ouais. Et ça, je pense, que ça a été repris dans les bouquins où à un moment on disait que Han Solo et Leia avaient des jumeaux. En fait, là, ils l'ont un peu. C'est des jumeaux qui sont unis par la Force. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Mais en fait, en gros, donc le passage de pouvoir, donc c'est-à-dire que maintenant on voit qu'il y a un pouvoir de la force qui permet de dématérialiser un objet pour le rematérialiser ailleurs. Et ça, je pense que c'est possible uniquement quand peut-être des personnages sont unis par la force entre eux. Et donc on voit effectivement, et donc du coup des mises en scène très intéressantes, par exemple, comment Kylo Ren se rend compte de où est Rey à un moment, simplement parce qu'à un moment il y a le casque de Dark Vador qui se retrouve transposé d'un paysage à l'autre. C'est génial. Avec une mise en scène très intéressante où tu as un côté. Et là encore une fois, il a pris le contre-pied. Kylo Ren vit dans une chambre blanche, immaculée. Ce n'est pas la sombre chambre de Dark Vador ou le côté sombre de la Force. Et ça, c'est intéressant. Et alors du coup, l'autre côté, c'est une ville un peu sombre avec de la neige qui tombe. Et c'est une espèce de duel entre les deux, entre un décor et l'autre. Avec justement cette idée de ne pas savoir si c'est vrai, si c'est mis en scène. Mais c'est très très intéressant. Encore une fois, une idée de mise en scène que les gens vont oublier. Et il faut en parler. Moi, Rian Johnson l'avait déjà fait dans le 8 quand même. Hein. Il faut lui laisser le crédit de certaines choses. Hein. Il avait, mais pas au niveau du combat. C'était une espèce d'appel Skype bizarre. Enfin voilà. Avec le torse. Mais bon, c'est peut-être pas Rian Johnson qui a mis cette histoire du torse visible. Du crossfitter que Adam Driver était à ce moment-là. Je propose qu'on parle de la dernière scène du film à la fin du podcast. Alors oui. Et qu'on parle d'abord, ensuite des autres personnages, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire. Finn, Poe, il y en a quelques-uns. Finn, effectivement, chose très intéressante dans le set, Stormtrooper qui fuit, qui quitte en rédemption, qui quitte le Premier Ordre, en rédemption exactement. Personnage complètement sous-utilisé dans le 8. Complètement. Rian Johnson ne savait pas trop quoi faire avec. Avec Rose, On lui a collé un personnage dont J.J. Abrams s'est un peu débarrassé ici. Rose, elle fait un peu de la figuration dans le camp de la rébellion, enfin de la résistance. Elle a touché un chèque, elle a fait quelques crédits dans le film, et voilà. Ce qui est dommage parce que je pense que c'est un personnage qui avait du potentiel. C'est juste que j'ai pas aimé ce que Rian Johnson en a fait, mais c'est un personnage qui avait du potentiel. Voilà, son traitement était bizarre, mais il avait du potentiel et ici il a pas été utilisé. Mais bon. Et d'ailleurs, avant de parler de tous les autres personnages, c'est un des reproches principaux que j'ai à faire à ce film-ci, c'est que les personnages secondaires sont très très secondaires, quoi. Oui, alors même les acteurs qu'on attendait, qui faisaient l'apparition au cast, même quelques minutes, finalement, c'est des figurants, quoi, en fait. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais. C'est vraiment des figurants, mais bon, c'est des potes à Gigi qui se sont dit, ouais, check. Il y a Greg Grunberg qui reprend son rôle de pilote aussi, il y a des trucs sympas. Oui, alors ça, c'est le truc où j'ai versé quand même une larme, et j'étais là, waouh, Wedge est de retour. Donc voilà, c'est le vrai oncle de sang de Ewan McGregor. Hein. Donc c'est son vrai oncle. D'accord. Dans la vie. Donc Wedge, le pilote qui a survécu à toutes les attaques. Et il a survécu. Est-ce qu'il était monté en promo? Parce qu'il a quand même toujours sa tenue de la rébellion, mais est-ce qu'il a monté en grade? Peut-être qu'il était caché dans un... Mais il est là, il est cool, et il est là, bon évidemment. Donc voilà, oui, on parlait de Finn. Donc voilà, Finn très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfin développé un personnage. Et alors je sais pas si vous avez remarqué... Alors, développer, oui et non. On va dire qu'il y a des bribes de choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'il rencontre d'autres personnes comme lui, en fait, des anciens Stormtroopers qui ont fui le Premier Ordre. Pour se sentir moins seul. Ouais, et ça c'est assez chouette. Alors métaphore... Mais ça va quand même pas très loin. C'est ça, alors métaphore dans l'écriture, encore une fois. On y voit tous la métaphore, afro-américain, esclavagisme. Donc ces thématiques-là apparaissent dans l'écriture. Pourquoi pas, c'est intéressant. Je pense que les États-Unis en ont besoin, surtout en ce moment. C'est très stéréotypé. Mais c'est très stéréotypé. Alors que le film de Rian Johnson était quand même un peu plus ouvert. Oui, voilà. Ici, tu vois, ça fait 3 jours qu'il s'affole avec le baiser lesbien dans le film. C'est un plan qui dure une seconde. Et si on veut vraiment parler de baiser lesbien, oui, c'est deux filles qui se font un bisou sur la bouche. Voilà. Alors que par exemple dans le 8, Finn, il avait une petite histoire avec Rose. Enfin, c'était un peu la friendzone, mais il y avait une petite histoire avec Rose, donc personnage typé asiatique. Ici, non, il faut le remettre avec une blague, parce que sinon... C'est ça, oui, c'est ça. C'est quand même chacun dans ses cases, quoi. Ouais, bon, voilà. Après, effectivement, les thématiques Disney, genre multiculturelles,
être multi-ethnique, multi-orientation sexuelle, pourquoi pas. Et vous avez même remarqué qu'il y a un personnage du dernier ordre, donc c'est pas le premier ordre, mais le dernier ordre c'est l'ordre qui est donc afro-américain, enfin en tout cas qui est black. Sachant qu'à la base George Lucas avait expressément mis l'Empire comme étant des blancs limite de plus de 50 ans pour donner ce côté un petit peu nazi. Oppresseur, et occidental bien sûr. Alors après pourquoi pas, parce que effectivement c'est l'idée de dire voilà, universellement les oppresseurs n'ont pas forcément d'ethnie, de genre. Non bien sûr. Pourquoi pas. Bien sûr. Et je trouve ça intéressant finalement de mettre... Moi ça me gêne quand c'est trop amené de manière lourdingue. Ici, tu sens que c'est des plans, que c'est pas Gigi qui les a mis, c'est Disney qui, avec sa horde d'avocats, s'est dit on va contenter un petit peu. Pourquoi pas? Mieux vaut mettre ça que de l'uniformisme. Pourquoi pas? Moi, ça m'a personnellement pas gêné. Il y a juste au niveau de la cohérence de la narration, ça va parce qu'ici ça se passe après. Donc la trilogie originale. Donc tu te dis tiens, même au sein de la rébellion ils évoluent au niveau des orientations sexuelles, des ethnies, etc. Tandis que dans Rogue One c'était un peu bizarre parce qu'il y avait beaucoup d'ethnies différentes représentées, sachant que ça se passe dans la même période de la première trilogie où il n'y avait pas beaucoup de gens. Voilà, c'est le petit aparté. Mais en tout cas Finn réussit. Et alors je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, très peu de gens l'ont constaté, mais je pense que Finn a un lien avec la Force. On en reparlera dans quelques années. Tu penses? Oui. Ouais. On en parlera dans quelques années. Il s'est battu avec un sabre dans le 7. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi certains indices qui vous laissent, surtout ici, comprendre certaines choses. Tu penses à quoi? Plusieurs choses. Le fait qu'il veut révéler quelque chose à Rey. Et je pense pas qu'il veut lui révéler qu'il est amoureux. C'est pas ça du tout. Il veut lui révéler qu'il sent quelque chose. Et deuxième chose, il y a beaucoup de fois, ou notamment vers la fin, où il dit voilà, je pense qu'il faut qu'on aille là. Je le sens, j'ai ce feeling. Et en général, un gars qui est plutôt un troopers, on dit souvent que le feeling, c'est pas simplement du hasard. Le feeling, c'est une forme d'intelligence. Vous savez que dans le ventre et dans le cœur, nous avons des neurones, nous les êtres humains, et on vient de le découvrir récemment. Mais je pense qu'ils ont mis ça. Je pense qu'ils ont mis ça parce qu'il faut un peu justifier le fait qu'ils sachaient quand même se battre un petit peu avec un sabre laser. Les nouveaux troopers sont entraînés à pouvoir combattre des gens au sabre. Si tu te souviens, on avait vu ça dans le 7. Idée très intéressante d'ailleurs. Où ils avaient enfin trouvé des armes pour pouvoir contrer les sabres. Ouais. C'est justement lui qui se bat face à ce type avec... Traitor. Oui, je sais même pas. Moi j'aimerais bien rencontrer ce mec. Traitor. Donc voilà, après, c'est très intéressant. Finn, alors Poe. C'est pas mal aussi parce qu'en fait c'est Indiana Jones, Poe. C'est ça, Poe c'est le Han Solo, c'est Indiana Jones effectivement. Indiana Jones. Alors que Finn c'est un peu un sous-Indiana Jones parce que il a quand même des caractéristiques qui le rapprochent. Mais Poe dans son humour. Poe c'est vraiment lui quoi. Mais alors et Poe justement dans sa relation un peu lointaine avec les filles, voilà, on a une espèce de personnage. Bon, c'est vrai que elle sort un petit peu de nulle part, mais c'est intéressant ce gars détaché un peu, qui s'en fout, qui n'a pas de relation fixe, tu vois. Mais ils ont fait pareil qu'avec Finn, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que Poe a quand même pas été développé des masses dans les deux films précédents. Il fallait qu'il ait un background. Il lui a collé un background pas inintéressant. Dune. Ouais, vendeur d'épices, hommage à Dune évidemment. Hommage à Dune. Et alors l'autre truc assez intéressant, c'est que Poe, même dans cette tenue vestimentaire, en fait, il a un côté serial, aventurier dans le désert, avec une aventure un petit peu. T'as l'impression que t'es dans les pyramides d'Égypte et que tu vas à la trésor de Toutankhamon, quoi. Non, mais c'est ça, et c'est ça l'idée. Voilà, complètement ça. En fait, bon, ça peut paraître péjoratif, mais ça faisait un peu de momie, mais avec le côté positif de la momie. Ouais. Bon, il y avait aussi Star Wars Fury Road. Bon, ça c'est plus dans la mise en scène, mais effectivement dans ces scènes-là, il y a beaucoup de George Miller dans le. Il a des scènes sympas. Il a des scènes sympas, Poe, et le personnage qu'il rencontre. J'ai déjà oublié le prénom du personnage, mais Ziri. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Ouais. Assez intéressant. Oui, alors elle a le casque de Daft Punk aussi, ça c'est cool. Mais c'est un peu une esthétique Daft Punk. Oui, clairement. Et un côté punkette et McLean avec ces deux sabres, ces deux pistoleros. Ouais. Mais c'est ça. En fait, je mettrais les Daft Punk à côté d'eux. En fait, ça pourrait être pas mal comme crossover. C'était dans Tron, alors pourquoi pas ici. Ouais. Du côté du Premier Ordre, il y a un personnage qui est un peu intéressant, mais au final, ils n'en ont pas fait tant de choses que ça dans cet épisode-ci. C'est Hux.
Bah, écoute, il y avait des spoils qui avaient leaké, il y avait des leaks qui étaient passés, des spoils qui avaient leaké, des leaks qui avaient spoilé, enfin dans l'ordre que vous voulez. Mais Hux, effectivement, on peut vous le dire, est un espion, mais en fait, c'est pas vraiment un espion de la résistance ni de la rébellion. C'est juste un gars qui veut saboter les plans de Kylo. En fait, c'est pas très étonnant. Leader suprême, Kylo Ren. Hein. Le leader suprême, oui, effectivement. C'est pas très étonnant, vous savez, dans pas mal de dictatures, il y a souvent des espèces de petits chefs qui veulent renverser leur boss, mais qui n'ont aucun mobile si ce n'est foutre en l'air le mec à tête. Et ils en ont rien à foutre. Donc voilà, pourquoi pas. Après, je suis un peu triste parce que j'aimais bien ce personnage, en fait, bizarrement. Ouais. Et il se fait avoir comme. Mais moi, je l'aimais bien. Voilà, il se fait avoir par un autre général. Par un autre général que l'on voit dans quelques univers étendus. Son nom me reviendra. Et qui en fait, c'est du Dernier Ordre. Ouais. Le Dernier Ordre a des nouvelles tenues, ils ont un côté un peu plus rouge, un design très intéressant. Les gens ont trouvé que c'était un peu useless, mais moi je trouvais ça cool qu'il y ait des troopers un petit peu avec couleur rouge sang. Un côté un peu sanglant, méchant. Tu dis quand même qu'ils ont de l'argent pour faire autant de design. Hein. L'empereur, il a financé comment tout ça Il avait du cash. Ouais. Autre personnage dont on peut parler très rapidement, c'est Lando qui fait son retour. Il y a pas grand chose à dire dessus, c'est très fan service, mais ça tient la route, ça passe Lando bien. Calrissian, c'est du pur fan service, mais c'est cool de le voir. On a l'impression que le mec il a débarqué 2 jours en slip sur le set, il s'est marré puis il s'est cassé, mais pourquoi pas. Mais ça c'est du pur fan service. On voulait voir Lando dans le Faucon, on l'a vu, on a voulu le voir avec Chewie. Lando est un général, ne faut pas oublier, un héros de la résistance, donc il est vénéré par les jeunes comme un genre de mentor. Et je pense que en fait c'est cool parce qu'il avait un côté un peu le grand-père, c'est le dernier, tu vois, c'est le dernier survivant. Donc il avait ce côté un peu, écoute, c'est moi le dernier papy, je suis là, quoi, tu vois. Un peu comme quand c'est une génération de personnes âgées que tu as connues, et il en reste un qui est un peu le gardien de la mémoire, je trouvais ça cool. Il y avait ce côté-là. Il y en a 2 autres qui sont pour moi les vrais gardiens de la mémoire, enfin même 3 autres on peut dire, mais il y en a 2 qui sont plus des personnages que le 3e. C'est Chewie, c'est 3PO. Et R2D2, bon, R2, il a un plus petit rôle, mais c'est ça. R2, ici c'est vraiment l'âme des 3 trilogies en fait. Alors, la réaction de Chewie quand Leia meurt, par exemple, c'est assez fort. C'est ça. Ce qui se passe avec ces 3PO, ça c'est très beau aussi. Il se fait quand même vider la mémoire pour pouvoir... pour que les autres puissent accomplir leur stage, quoi. Alors là, c'est cool parce qu'on a donné à C-3PO autre chose que le rôle de la nunuche. Ouais. On a mis de côté R2D2 ici. Il s'est dit, on a trop vu du R2. Ouais. Il y a du BB-8 à gogo, mais en fait, BB-8 est utilisé, mais de manière soft ici. Ouais, parce c'est que plus dans soft. le suite d'avant, ils avaient un peu déconné avec dans le délirante où le mec ouais. limite sauve tout le monde. Donc ici, c'est très cool. R2D2 très bien, mais par contre C-3PO effectivement très intéressant. Et alors il y a un concept très intéressant qui n'avait jamais été amené, que je trouve super cool et super mystique, c'est que les droïdes de la rébellion ont formellement l'ordre dans leur programme de ne pas traduire des codes Sith. Pourquoi ? Parce que au cas où ça veut dire qu'il faut les reprogrammer. Et ça veut dire que forcément si un de ces droïdes se fait récupérer par l'Empire, il pourrait pas traduire des codes Sith ou il pourrait pas, Ouais. C'est un peu ça le truc. Donc c'est très intéressant. Et alors, du coup, on peut parler aussi de Babu Frick, il est excellent. Évidemment. Babu Frick, petit personnage de quelques centimètres de haut, qui est une espèce d'ingénieur. Alors, tu me confirmeras ? C'est un geek, hein ? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il ressemble pas un petit peu à ce vieux personnage dans Blade Runner, le tout premier original, qui fabrique les yeux des réplicants ? Oui. Je pense que c'est pas un hommage inavoué parce qu'il a la même moustache, les mêmes lunettes. Oui, j'y ai pensé aussi. C'est un extraterrestre tout petit, mais il y avait un rapport quand même, je trouvais. Ouais, Babu Frick. Déjà son nom est génial, Babu Frick, et sa manière de parler. Ah oui, mais t'as l'impression que c'est un gosse alors que c'est alors que c'est un vieux. Oui, voilà. Il arrive à te faire des trucs de fou. Babu Frick. Ouais. Bon, ça fait partie un petit peu dans ces univers Star Wars que Rian Johnson avait mal amené. Bon, vous allez me dire, je crache sur Rian Johnson, mais oui. Mais en fait, il y a plein de personnages comme ça, random, qui débarquent dans les univers Star Wars pour solutionner des problèmes. Ici, c'est ce qu'il fait Babu Frick. C'est vraiment le personnage qui sort un petit peu nulle part pour solutionner un problème. C'est pas gênant. C'est le côté Indiana Jones, en fait. Ouais. C'est le côté serial. En fait, j'ai l'impression que ce film est écrit comme un serial. J'ai un peu l'impression, tu sais, ce côté aventure, épique, on passe de paysage en paysage, avec des rencontres faites de trahison, de retournement de veste, et tout ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Ouais. Il y a un dernier personnage qu'on revoit un peu aussi dans Simsi, qui avait complètement disparu du 8, alors que c'était un des personnages intéressants du 7, c'est Maz.
Oui, alors bon. Même si elle fait pas grand chose non plus. Oui, mais Gigi voilà. en fait a voulu la replacer simplement parce que ils se disent ouais, il me l'a foutu dans le 8, qu'est-ce que je vais faire de ces personnages qui donnent un indice de merde aux rebelles pour les envoyer sur une planète pour pas trouver la bonne personne. Et là, effectivement, Maz, en fait, elle a vraiment le minimum légal. En fait, Gigi a réussi à placer le minimum légal dans ce qu'il fallait pour conclure chacun des personnages. Donc, ce personnage, dont on ne sait pas grand-chose, mais je crois qu'elle va être développée dans pas mal d'univers étendus, en fait. Bah, je pense que c'est un personnage qui a clairement du potentiel. Ouais, elle va être développée, c'est sûr. Je pense qu'on a fait le tour des personnages. Mais on pourrait encore dire plein de choses, mais on a fait plus ou moins le tour global. Mais je dirais que pour résumer, en fait, le triangle fonctionne très bien, il est vraiment recentré sur les relations entre les personnages. Et ça, on l'oublie. Mais c'est cool, c'est très intéressant. Ouais. Là, c'est vraiment le traitement de Ren, c'est la grande réussite de ce film. Exact. C'est la grande réussite de cette trilogie, tout simplement. Et leur fin est magnifique, je trouve. C'est quand même émouvant. Oui, parce que au-delà du fait des personnages, c'est carrément toute la force qui prend une nouvelle ampleur d'une certaine façon, en fait. On donne une image de la force qui n'était pas spécialement présente avant. Oui, exactement. En fait, on a amené la force sans la cheater, mais en lui donnant un aspect différent, visuellement même différent. Le seul qui est cheaté, c'est l'empereur. Mais bon, voilà, c'est l'empereur. Complètement cheaté. Mais bon, voilà. Mais par exemple, tu vois, une idée que je trouve philosophiquement très intéressante, c'est de se dire que le lien du sang, finalement, on s'en fout. Et en fait, moi, le titre de Rise of Skywalker, avant le film, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce titre ? Prend tout son sens. Parce que le Skywalker dont on parle n'est pas celui auquel vous attendez. Le Skywalker dont on parle, c'est Rey. Justement, parce qu'en fait, Rey s'approprie sa famille mentale. Finalement, la famille, c'est pas forcément sa famille de sang, c'est ses amis, c'est les gens qui vous ont entouré. On peut considérer sa figure paternelle ou maternelle comme quelqu'un d'autre que ses propres parents. Je trouve ça pas mal d'ouvrir les horizons. Il y a quelque chose, non pas d'oedipien, mais c'est de l'anti-Oedipe. Ça, c'est intéressant. Et on peut le dire au final, Rey, lorsqu'on lui demande son nom de famille, elle ne dit pas Rey Palpatine. Bon, au-delà du fait que c'est un peu compliqué, c'est un petit peu comme si tu dis je m'appelle Rey Hitler. Bon, bah, c'est pas. Ouais. Tu changes ton nom de famille. Mais ici, c'est pas qu'elle l'a changé par honte du nom, c'est parce qu'elle est fière d'avoir été formée par les Skywalker, frères et sœurs. Et donc elle se sent appartenir à la famille, la grande famille des Skywalker. Ça, c'est cool. Alors qu'elle n'a aucun lien de sang avec eux, finalement. Ah oui, clairement. Mais du coup, je pense que... je voulais le faire un peu plus tard, mais on peut le faire maintenant. C'est parler de cette dernière scène où Rey va sur Tatooine. Alors il fallait ce côté fanservice, il fallait qu'on revoie Tatooine parce que ça a commencé à Tatooine. Bien sûr. Il faut que ça termine à Tatooine. Et donc, ça paraissait logique. Elle revoit la maison du fermier Owen. Du fermier Owen, exactement. Elle enterre les deux sabres de Luke et de... on n'a pas parlé de Luke. Mais on en reparle juste après, parce que on en a pas parlé, mais il y a une raison qui fait qu'on en a pas parlé, c'est que il est pas tant que ça dans le film. Bah en fait, on va d'abord terminer sur cette fin. Elle enterre les deux sabres de Luke et de Leia, et puis elle se crée son sabre, le sabre jaune. Oui, alors ça avait leaké aussi, plus ou moins. Couleur jaune. Ouais, c'était beaucoup des théories. Voilà, c'est des théories de couleur jaune. En général, les sabres jaunes sont plutôt utilisés par des adeptes de la force qui renoncent au côté un petit peu guerrier, etc. Donc faut-il y voir un message ? Ouais. C'est-à-dire le sabre est là, il existe, mais c'est philosophiquement pour dire un petit peu, voilà, c'est un monde de couleurs, hein, donc voilà, pour dire voilà, peut-être que c'est un message pour la suite, voilà. Ouais. Et on remarquera, ceux qui ont remarqué subtilement, qu'en fait c'est un sabre à double tranchant, mais elle n'en allume qu'un seul tranchant. D'accord. Mais c'est en gros un peu la Darth Maul. Elle utilise le bâton, hein, donc c'est un peu sa manière de combattre. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc elle s'en est fabriqué un avec un design très premier ordre, si vous remarquerez aussi. Un peu, oui, c'est vrai. Mais du coup, petit rétropédalage, on a oublié de parler de Luke. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est Obi-Wan dans la première trilogie, quoi. C'est clairement Obi-Wan. C'est exactement ce rôle que Gigi lui a donné. Il a qu'une scène. Avec limite les mêmes lignes de dialogue, et avec limite la scène la plus fan service de l'univers, mais j'étais quand même content de la voir, et j'ai dit take my money. Mais là, c'est plus du tout le critique objectif qui parle. Là, c'est mon côté, le gosse qui veut voir des choses qu'il avait vues quand il était petit. Et finalement, j'en viens à être ridicule moi-même, mais bon, c'est pas grave. Mais je parle de la scène où Luke utilise la force, revient en Jedi Spirit. Ouais, Rey lance son... En fait, elle fait un peu comme Ren, qui avait lancé son sabre. Rey veut faire pareil sur l'île où était Luke, d'ailleurs.
elle lance son sabre dans un feu, parce qu'elle a brûlé le vaisseau avec lequel elle est venue en plus, hyper intelligent. Et Luke revient en Jedi cryptique comme tu dis, et arrête le sabre avant qu'il ne touche le feu et qu'il soit détruit. Donc Luke revient en Jedi Spirit, bon c'était attendu forcément. Ouais mais moi ça m'a déçu parce que, à nouveau, même si j'ai beaucoup de soucis avec l'épisode 8, c'est un des trucs qui était vraiment cool dans le 8, c'est que Rian Johnson avait vraiment accompli à fond l'arc de Luke, et encore, on s'attendait à ce que ça aille encore plus loin dans celui-ci en fait, que ça devienne vraiment le Jedi ultime, et au final il n'en est rien. En fait, il fait juste une apparition comme Obi-Wan et Yoda l'ont fait avant. C'est ça, en fait il n'est plus interventionniste, donc il est revenu au côté Jedi Spirit non interventionniste, à tel point qu'en fait il est même plus là vers la fin, etc. Donc c'est vraiment Obi-Wan quoi, en gros il est vraiment... et alors Luke, quelque part, en fait c'est... on reprend un peu tous les codes, hein. Donc on le voit à un moment lever le X-Wing, le sortir, le X-Wing qui était sur l'île du Temple Jedi, le sortir pour le donner à Rey qui reprend le X-Wing. Bon, c'est peut-être un peu too much. C'est peut-être un peu too much parce que bon, c'est un peu pour dire, mais voilà, je sais que Gigi voulait absolument faire plaisir avec la musique de Yoda au moment où le X-Wing se lève. Ça, c'est le moment où tu dis peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, on aime bien. Ouais, tu prends. Ouais, tu prends, voilà. Mais c'est peut-être un petit peu là où la ligne a été un petit peu franchie. Ouais. Fan service, mais c'est pas grave, on aime bien. Globalement, je pense qu'on peut dire que c'est un épisode un peu plus conventionnel, parce que du coup, il a dû bricoler et faire un peu plaisir à tout le monde. Mais le problème quand tu essaies de faire plaisir à tout le monde, c'est que tu fais plaisir à personne aussi. Donc en fait ici c'est de prendre le minimum de risques pour avoir le maximum de sécurité. Zéro risque. Ah ouais, là, voilà, c'est zéro risque, mais pourquoi ? Parce qu'en fait Disney s'est donné un Joker qui était la prise de risque maximum avec The Last Jedi, en lui disant tu as feu vert, vas-y, fais-le comme un film d'auteur. Ils ont vu le flop et la guerre que ça a créé. Et donc ils se sont dit, maintenant Gigi, toi tu es le yes man, tu vas nous faire le minimum de risques et on sait que tu sais le faire. En fait Gigi, j'ai l'impression qu'il est un petit peu... Gigi en fait c'est un petit peu le mec qui a fait le film avec tous les fans du monde entier en fait. T'as l'impression qu'il a invité les millions de fans derrière lui sur le set. Il a été lire toutes les théories et tous les griefs des gens, et puis il a fait ok, ça va pas, il faut que je corrige et tout. En faisant même son autocritique, on m'a critiqué sur le set en disant que j'avais fait un copier-coller. Je vais essayer de pas trop faire un copier-coller. Même si on revoit des Ewoks, on revoit une espèce de planète qui ressemble à la lune forestière, on revoit une bataille finale avec un empereur, on revoit... Il fait son autocritique sans trop la faire non plus, parce que, par exemple, une des choses qu'on n'avait pas vues, on les voyait très très rapidement dans le set, puis on les a pas vus ni même mentionnés dans le 8, c'était les chevaliers de Rennes. Ici, il les montre, il les utilise, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas un grand apport. Prise de risque, mais prise de risque minimum, mais il était obligé de les amener parce que l'autre ne les a pas mis, Rian Johnson. Non. Je l'appelle l'autre maintenant, t'imagines. Non, mais il les a pas mis. Il les a pas mis. Donc d'où ils sortent ? Pourquoi ? Tu les mets dans le truc, dans le set, puis après ils sont plus là. Honnêtement, c'était déjà un peu le boulot de JJ de le faire dans le set. En gros, c'est un peu comme dans Cobra Kai, les Chevaliers de Rennes, quoi. Tu vois, il y a Johnny Lawrence qui est le chef des Cobra Kai, et puis il y a toute sa meute, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. C'est vrai. C'est ça. Et puis Johnny Lawrence, en fait, il est en rédemption, quoi. C'est Kylo Ren. Et il se fait les Chevaliers de Rennes qui en fait sont mauvais face à des Jedi. Donc en fait, c'est des bons, mais c'est pas si bon que ça. Bon, en tout cas, JJ a fait quand même un film d'aventure qui tient bien la route. Oui, en fait, c'est un très bon serial. Qui touche plusieurs genres aussi, parce qu'il y a un côté, j'exagère, j'allais dire film noir, mais c'est pas film noir, mais il y a beaucoup de MacGuffin quand même. Il y a le Wayfinder pour trouver les sites. Bon, d'où est-ce que ça sort ? De nulle part, mais bon. C'était pas mal encore, je trouvais que ça a amené un nouveau truc. Alors là, vous avez remarqué que... Et la dague aussi, tu vois, c'est des trucs un peu... T'as l'impression qu'on te fout des trucs qui sortent de nulle part. Oui. Qui sortent de nulle part, que t'estimes qui font partie de la mythologie, tout ce qui est la force, le côté obscur surtout, les sites et tout. Et puis, mais je suis pas convaincu par tout ça. La dague aurait dû être passée dans le set, ils auraient dû l'avoir dès le début, et il aurait dû, à la manière de l'anneau unique, en fait, créer un espèce de pouvoir de... En fait, je devrais être scénariste pour Disney, en fait. Mais en fait, appelez-moi les gars. Mais... En fait, non. En fait, c'est à la manière de l'anneau unique. Si tu veux vraiment faire écrire un scénario selon le Hero's Journey, c'est ça. La dague se retrouve dans le premier set. Elle a un pouvoir de corruption léger et subtil sur Rey, qu'il cache, etc., etc. Tu vois. Puis il y a un truc un peu de trahison tout le long de cette trilogie où tu sens une espèce de souffrance continue
via cet objet physique qui se détruit à la fin. Ouais, En fait, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais c'est Mais pas grave. Mais, tout ça tu vois, témoigne du problème dont on parle Une quasiment cohérence, depuis le ouais, début, c'est c'est ça. qu'il n'y a pas eu de vision globale dès le C'est début, ça. malheureusement. C'est C'est dommage ça. parce que dans chaque film, il y a des choses très intéressantes Mais en fait, qui auraient pu être bien meilleures. Il faudrait ouais. shaker, remettre certaines pièces des éléments pour que ça redevienne un peu. Tu sais, c'est comme un liquide qui s'est divisé en 3, tu vois. Mm. Alors, il faut secouer comme un mixologue pour Ouais, que la ouais. vinaigrette prenne. Et puis après, tu la verses sur la laitue. Ouais, Et la ouais. laitue, c'est le public. Il faut évidemment qu'il n'y ait pas trop de vinaigre parce que sinon, tu vois, la laitue elle pourrit et le public ouais. est pourri. Tu vois, j'ai des métaphores culinaires aujourd'hui. Oui, mais Voilà. j'ai déjà hâte. C'est une grosse d'entendre la cuisine, première. Star Wars. Non, c'est sûr. C'est la cuisine interne, tout ça. Ouais. De chez Disney. Mais voilà, après, bon, je te dis, Disney, maintenant, c'est prise de risque minimum. Ils font du cash partout. Ils ont des univers étendus. Et le Mandalorian en même temps là. T'imagines, il y a 2 produits Star Wars qui sortent en même temps. C'est quoi ce truc? What the fuck? Ouais. Donc voilà, donc il fallait forcément. Et c'est pas le même public, hein, si tu as remarqué. Ben non, bien sûr. C'est ça qui est marrant. Je pense que le public Mandalorian, c'est un public un peu plus âgé, sans doute. Déjà fan de longue date de Star Wars, parce que honnêtement, Mandalorian, ça apporte pas grand-chose. Il y a C'est peu de choses cool, très c'est intéressantes. cool. Non, mais- C'est du contemplatif, comme disent beaucoup de gens. C'est les gens qui sont Ouais. juste contents de voir un peu plus de l'univers, quoi. C'est Parce ça. que d'un point de vue histoire, il se passe pas grand-chose en Mandalorian, hein. Écoute, moi je suis en ma série préférée de tous les temps. Bon, là on fait une légère dérivation, c'est Game of Thrones où il y a des saisons où il se passe pas grand chose, mais il se passe en même temps des choses. Après, moi j'aime bien cette mise Ouais, en mais dans les place. saisons de Game C'est of autre Thrones chose. où il se passe pas grand-chose, mais où il se passe quand même quelque chose, c'est quand même plus de choses qu'ici, hein, pour Oui, l'instant. oui, c'est plus de choses pour l'instant. Là, bon, il y a combien d'épisodes en tout, je sais pas, mais on est à la moitié, là, plus ou Ouais, moins, voilà, avec l'épisode c'est ça. 6. Voilà. Euh... Et c'est ça aussi, John Bon. Favreau, bon, qui est le sauveur, considéré comme le sauveur de Disney. En fait, il faut se dire qu'aussi ces mecs doivent écrire en même temps une trilogie, plus une série, en mettant chacun l'un l'autre des petits rappels de Mhm. l'univers tout en restant cohérent. C'est très compliqué tout ça, hein. Toute cette soupe Star Wars devient compliquée. Tu crois que Star Wars, je pense qu'on va conclure là-dessus, Star Wars au cinéma, tu penses que ça va aller dans quelle direction? Officiellement, la trilogie de Rian Johnson qu'il est en train C'est d'écrire. mort. Non, C'est mort, officiellement, c'est pas mort. C'est toujours d'actualité. Mais Qu'il aille faire ça d'un ailleurs, côté, je le vois mal aller au bout parce que au final, on lui a dit tu fais ce que tu veux dans l'épisode 8, mais il y a un peu du rétropédalage avec le 9 ou ce qu'il essaye de mettre en place, ben, on s'en sert pas. Est-ce que Disney va vraiment, est-ce que Kathleen Kennedy va vraiment lui confier une trilogie entière? Bah, moi je propose que. Et si oui, est-ce que tu penses que ça va aller dans quelle direction? On parlait plutôt de l'ancienne ou la Nouvelle République, je sais jamais laquelle. Mhm. Mais bon, en tout cas, C'est je pense que les ça Skywalker va- c'est fini. Ça c'est Ils sûr. vont faire des Old Republic, donc ça veut Ouais. dire que tu seras 1000 ans avant. Donc c'est comme si tu faisais un truc qui se passait en 1019, alors que nous on est en 2019. Quels sont les liens? Aucun. Donc ça veut dire qu'à mon avis ils vont casser complètement les codes. Mm. Mais ça veut dire qu'on va peut-être apprendre des trucs. En gros, toutes les libertés sont possibles. Pourquoi pas? Ryan Johnson peut prendre toutes les libertés qu'il veut, on s'en fout parce que là c'était 1000 ans avant. Ouais. Après, le seul souci, c'est que donc, peut-être qu'on va voir justement un autre type de site. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu suggéré, Gigi et Disney ont peut-être la suite dans les idées. Cette grosse arène que l'on voit dans l'épisode 9, Mhm. avec des espèces d'ombres sites, tout l'ensemble des sites qui en fait à la base se tuent l'un l'autre, hein, mais par contre quand ils sont morts, ils sont tous potes. Ça c'est quand même extraordinaire. Et ils s'unissent pour devenir... c'est quand même marrant comme Ouais. concept. Mais c'est ce type de choses qu'on va voir, un côté très médiéval de la force obscure. Et ça j'aime bien, ce côté sale, inquisition, tu vois. Mhm. Je pense que c'est ça, vers ça qu'il faut aller. Disney, si vous m'écoutez, vous pouvez m'engager, je vais vous donner des super idées. Et alors, je pense que c'est ça. Mais alors moi je propose que Rian Johnson s'attaque à un Star Trek, hein, et puis qu'il fasse qu'en fait Spock soit une femme, et que, je sais pas, hein, pourquoi pas, non? Je Qu'est-ce sais que t'en pas, je penses? sais pas. Je suis pas très. Rian Johnson aime bien casser les Je suis pas codes. très Star Trek, je t'avoue. Mais c'est pour ça qu'on lui donne Star Trek, justement. Ouais. Bon, écoute. Non mais voilà, après Il- encore une fois, alors la question c'est est-ce que cette trilogie va rester dans l'histoire? Bah, la prélogie pour moi, honnêtement, dans mon ordre, il y a la trilogie originale, il y a celle-ci, et je mets vraiment tout au fond du panier la prélogie. prélogie, Alors qu'il y a des gens ouais. là qui vont nous écouter, qui vont me cracher dessus, parce qu'ils sont grandis avec la prélogie, mais moi je trouve pas du tout que ce soit quelque chose de réussi, par exemple, personnellement. Bah écoute, moi Il y a j'ai quelques bons moments, mais j'ai grandi avec la prélogie. J'ai une certaine affection pour la menace fantôme quand même. Objectivement, je me rends bien compte que c'est pas un épisode incroyable. Hein. Et je supporte pas Jar Jar évidemment, mais, mais j'ai une petite affection pour la menace fantôme.
Mais plein de Je choses qui déteste fonctionnent l'attaque pas. des clones. Et même là, en le revoyant, j'ai revu, évidemment revu tous les films avant d'aller voir le 9, mais Ça fonctionne pas. l'attaque des clones niveau fonctionne pas du cohérence tout. de la hein. direction artistique globale, ça fonctionne pas du tout. Qui se souvient encore des midi-chloriens hein? On les a oubliés. D'ailleurs, on n'en parle plus. Bah non. Non, mais même, tu sais, ce côté esthétique Apple, quoi, tu vois, c'est très des lignes très rondes, Ouais. tu sais, même quand ils vont sur certaines planètes, t'as l'impression d'être dans la planète de Steve Jobs, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, bon, après, t'as des bonnes scènes, hein, comme Obi-Wan contre le père de Boba Fett, Ouais. qui est un autre Mandalorien aussi. Bah, le combat avec Dark Maul, quand même, est sympa. Le combat dans le premier. Menace Fantôme, voilà, donc il y a des bonnes choses, hein, c'est pas ça, parce que sinon les gens vont nous cracher dessus. Mais globalement, voilà. Moi, je dis quand même merci à J.J. Abrams d'avoir réussi à ramener un petit peu quelque chose. Mais c'est bizarre, hein. Moi, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont pas très J.J. qui trouvent. Moi, j'ai toujours aimé J.J. Peu importe ce qu'il faisait, je l'ai toujours aimé en fait. J'ai l'impression que J.J. c'est moi c'est moi quoi. Non, je rigole. Non, mais J.J. c'est un peu l'âme du fan en fait. C'est un Ouais. mec comme ça. Oui, je pense mais que contrairement à ce qu'on pense, J.J. je crois que c'est un mec. c'est une de ses forces, mais c'est aussi une de ses faiblesses. C'est ça. hein. Oui, mais voilà. Il y a des On limites. Voilà, on a tous les forces de nos faiblesses. Hein, voilà. C'est le principe, mais j'aime bien ses faiblesses. Mm. Tandis que j'aime pas les faiblesses de Johnson, par exemple. Voilà. Ouais, ouais. Bah, disons, oui. Ouais. Disons que Johnson a peut-être plus de personnalité Voilà. et qu'il assume plus C'est ses ça. choix et que forcément, bah, voilà, c'est plus radical. Mais bon. Alors les intellectuels du cinéma vont encore une fois crier à la victoire et au chef-d'œuvre pour Ryan Johnson, ou les hipsters. Et les hipsters du cinéma, et puis les autres vont dire oui, c'est un film basique, celui-ci, c'était décevant, trop basique, blablabla. Ça reste Star Wars, ça Ouais. reste manichéen, ça reste une épopée, ça reste de l'Antiquité, ça reste de l'opéra. Ouais. Replaçons les choses dans leur contexte. On n'est pas en train de faire The Life of Pi, on n'est pas en train de faire du Terrence Malick, on est en train de faire du Star Wars. Replaçons les Ouais. choses dans leur contexte. Et Et ça, je pense que c'est important. même si, très honnêtement, le 9 n'est pas une grande réussite non plus. Hein, Mhm. moi, c'est une fin qui me satisfait, mais c'est pas une grande réussite. Mais d'une certaine façon, J.J. Abrams a réussi à conclure quelque chose. C'était Alors que très compliqué. d'habitude, c'est le meilleur pour démarrer, Mhm. mais conclure, et il le reconnaît lui-même, hein, il n'est pas doué pour conclure une saga, un film, ou voilà. En fait, Gigi, en fait, c'est quelqu'un qui a des. Je pense que si je me mets à la place de son cerveau, c'est quelqu'un qui a des idées spontanées, très intéressantes, qui germent. Et il a la capacité à créer du mystère et de ne pas savoir forcément. Il crée le mystère, mais il ne sait même pas lui-même comment le résoudre. Ouais. C'est pas grave, parce que c'est un principe même de pas mal de scénarios de jeux de rôle, par exemple, fonctionnent comme ça. En fait, c'est un excellent maître de jeu, Gigi Abrams, je pense. Ouais. Et on est les joueurs. Mais sauf que c'est pas nous qui lançons les dés. Enfin, on devrait dire les dés, c'est plutôt des billets avec écrit euro dessus. Mais c'est un peu ça. Tu le verrais à nouveau à la tête d'un film Star Wars? Il va arrêter, je pense que Gigi va. Je pense que Gigi, je le vois bien dans un Indiana Jones. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ou- On en reparlera dans quelques années. Il va en faire un, je pense. Ouais. Ouais. Bon, Ça lui irait très bien en plus. je pense qu'on a fait le tour de la question là. Bah écoute, je pense qu'on a encore plein de choses à dire, mais je pense qu'on a déjà abordé pas mal de points. En tout cas, je pense que globalement, on a T'as tous les encore deux un quelque avis chose à dire positif, il me semble. de particulier? Merci encore. Quelque chose qui te tient à cœur. merci- Non, parce non, que mais- par rapport à Star Wars. Ouais, bien sûr. Ce qui me tient à cœur, c'est que. Enfin, ce qui m'a tenu à cœur en tout cas dans ce c'est qu'il y avait comme. C'est un film qui, quoi qu'on en dise, dégage beaucoup d'émotions, vous allez voir. Ouais. Et je pense que le cinéma, ça doit rester de l'émotion avant la mise en scène, avant. Bon, évidemment, ici, elle est superbe la mise en scène, donc voilà. Mais c'est l'émotion. C'est l'émotion. Et dans un certain sens, ça peut vous paraître bizarre, mais ce film m'a beaucoup fait penser, vous allez me prendre pour un taré, à Good Time avec Pattinson, dans certains aspects. D'accord. Ça peut paraître très bizarre. Oui. On pourra en reparler. Oui. Ouais, voilà. Tu as vu le Effectivement, film, hein, oui, bien sûr. Voilà. C'est un choix curieux. Au niveau mais, émotionnel, il y a des choses qui sont très d'accord. proches, ouais, je trouve. Ah, oui. Oui. Au niveau émotionnel, Je il y a vois des choses très peut-être proches. comment tu fais des liens, mais oui. Je suis en parlant de lien émotionnel, hein. Je parle Ouais, pas ouais, du lien bien de mise sûr, en bien scène, sûr. ouais. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Bah oui. Les liens entre les personnages, en fait, Ouais. fonctionnent un peu comme ça, je trouve. Mhm. Ça peut C'est vrai paraître que bizarre. ouais, là on doit quand même du crédit à JJ d'avoir réussi un film émotionnellement intéressant, poignant quand même. Hein. Voilà. Puis je pense qu'il y a une certaine émotion de voir le Star Wars des débuts Mhm. véritablement se conclure. Parce que voilà, George Lucas a toujours vu ça comme une énéalogie, comme une suite de 9 films.
et voilà, on est enfin à la fin du 9. C'est Donc, ça. Mais même si on peut faire plein de choses possibles et inimaginables avec Star Wars, ce qui est déjà le cas, hein, mais voilà, le Star Wars originel est enfin terminé, si je puis dire. Exactement. Et ça, c'est quand même, This is c'est quand même the end. émouvant. Hein. This is the end, my friend. Ouais. Mais donc voilà, j'allais dire, là où Star Wars ne rattrape pas son côté nostalgie, parce que c'est un univers tellement étendu, tellement vaste, qu'en fait on peut développer toutes les histoires du monde. Je pense qu'à mon avis, des Ghostbusters et des Aliens vont continuer, et des Terminators vont continuer éternellement à se planter, parce que ce sont des univers tellement définis qui n'ont pas été développés avec une capacité de créer des spin-offs de manière assez forte. J'aurais rêvé d'un spin-off Terminator ou d'un spin-off Alien. Quelque chose qui n'a absolument rien à voir mais qui se passe dans les mêmes univers. Là, Ghostbusters, encore une fois, qui arrive, on va avoir mal, je vous le dis, ça va pas être très bon. Hein. Alors j'aimerais me tromper, je souhaiterais me tromper, mais ça va pas être très bon, je pense. Hein. Ou alors ce sera pas Ghostbusters, ce sera autre chose. Mais alors pourquoi l'appeler Ghostbusters ? Ouais, peut-être. Tu vois, c'est un peu le syndrome Joker, c'est-à-dire c'est un excellent film, mais on met le cachet d'ici dessus pour vendre. Et c'est un peu ça, je pense, le prochain Ghostbusters. Ce serait un bon film, je pense, mais on met le cachet Ghostbusters juste pour pouvoir mieux le vendre et le distribuer. Ouais. Ça devient une espèce de label comme le bio ou comme le vu à la télé, quoi, tu vois. Ouais. Alors demain, on pourra faire une histoire avec une vache qui se balade dans un champ et on dit que ça se passe sur la planète Tatooine et ça vendra plus. Je sais pas. La vache et le prisonnier à Tatooine, t'imagines ? Ce serait cool, ça. Je rêverais d'un truc comme ça, non, t'imagines ? Un prisonnier de l'Empire qui se balade sur Tatooine avec un Bantos. Avec un hologramme de Fernandel. Voilà. En Jedi Spirit. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Donc, où va-t-on ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Etc. C'est ça. Et je pense qu'on va arriver dans un monde où on va s'auto-bouffer nos propres organes. Et ces organes, ça s'appelle la nostalgie. Et est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Faut pas réveiller les démons qui sommeillent en nous. Des fois, les démons sont gentils, puis des fois, ils peuvent te bouffer la gueule en moins de 2 pour paraphraser Bill Murray. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ensuite il y aura, il faut que Disney les pense quand même un peu mieux du début à la fin. Peut-être pas tout, mais en tout cas une grosse partie. Ils vont se laisser entre 5 à 10 ans, à mon avis, parce que là, il y a des séries. Qui débarquent. Ouais. Et alors, même question d'un spin-off avec Diego Luna. Oui, alors c'est une série. C'est la série sur. Centrée sur lui. Bref, son personnage dans Rogue One. Oui, le personnage de Diego Luna. Oui, son nom me reviendra. Andor. C'est Cassio. Bref. Ah, voilà. Son personnage son nom nous reviendra, de Rogue One, dont la série va entrer en tournage au printemps, là, ou début de l'été. J'aurais préféré, je sais pas, une série sur Chiruti Imwe, quoi. Le moine de la Force. Ouais. Quoi. Ça peut être intéressant aussi. Ça aurait été cool, mais bon. Et la série Obi-Wan entre en tournage à l'été aussi. Alors j'espère que vous aimez les films intimistes qui se passent dans une caverne. En 2021. Ça va être cool. Hein. C'est un mec qui va faire des peintures rupestres pendant 20 ans dans une caverne. Ça va être super chouette. Non, à mon avis, non. Ouais. Donc il y a encore des choses Star Wars qui arrivent. On verra Obi-Wan manger son petit déjeuner, des œufs de Bantos. On verra Obi-Wan aussi de temps en temps aller boire du lait bleu. Écoute, il y a Iwan qui revient, donc c'est déjà bien. Voilà. De toute façon, contre un Iwan avec beaucoup de zéro, je suis prêt à croire tout ce que vous voulez. Bon, mais je pense qu'on va conclure là-dessus. Oui, merci à toi, en tout cas, quand tu veux. Merci à toi, Kamal. Pour la prochaine geekerie. Bah oui, je pense que, voilà, chaque Star Wars, le rendez-vous est pris. Bam. Ghostbusters, même si tu veux. Mais bon. Bah avec plaisir, avec plaisir. Ça va faire mal. En même temps, tout ce qui est geek culture, on sait que... Voilà, tout est geek, rien n'est geek. Maintenant que tu es de retour dans notre beau pays. Voilà, exact. On pourra faire ça. Pays. Ça va. Bah écoutez, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez pensé de notre analyse, s'il y a des choses qui vous ont plu, ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ça peut arriver aussi. Hein. Et puis on en débattra avec plaisir. Et voilà, donc bon film. Enfin, j'espère, si vous êtes arrivé jusqu'ici, que vous avez vu le film, et n'hésitez pas à aller le revoir. Moi, je pense que j'irai le revoir quand même. Et si vous n'avez vu aucun Star Wars, dites-vous que vous en avez plus ou moins 11 à rattraper, hein, plus ou moins. Puis vous rajoutez le Mandalorian, et puis aussi le Holiday Special, parce qu'il fait partie du... Non, ce film n'existe pas. Et les films sur les Ewoks. Pareil. Voilà. Merci à tous, bonne journée, bonne écoute, et à bientôt. Ciao.